C'est notre ami et notre ennemi. Sans elle, la vie telle qu'on la connaît serait impossible. La Terre exploserait. C'est l'incroyable force déconcertante qui régit l'univers. La gravité. La gravité est la force la plus envahissante de l'univers. Elle est présente à grande et petite échelle. Dans la vie de tous les jours et dans les extrêmes. Un surfeur s'en sert pour faire ses figures. Quand on prend une vague, il suffit de glisser vers l'avant de sa planche et d'utiliser la gravité pour rester en place. C'est la force d'accélération. La gravité est notre accélérateur. Un skieur l'utilise pour dévaler les pistes. Un snowboarder doit l'avoir pour prendre ses tremplins. Elle agit en permanence sur tout ce qui a une masse, y compris nous, qu'on dorme ou qu'on marche. La gravité sur Terre nous fait accélérer vers le centre de la planète à une vitesse de 9,80 mètres par seconde au carré. Dans un parc d'attractions, la gravité est le carburant galactique qui fait tourner les attractions et hurler les visiteurs. La gravité sur Terre nous attire vers le sol, et ça nous fait aller très très vite. Tous les objets avec une masse ou de l'énergie, comme les particules, les gens, les planètes, les étoiles et les galaxies, produisent de la gravité. Elle est toute puissante et omniprésente. La gravité attire, gouverne, tord, forme, crée et s'accapare toute la matière et la masse de notre univers. Elle est très envahissante. Elle agit sur tout et à de très grandes distances. Rien ne peut lui échapper. C'est la gravité qui maintient notre système solaire. La force de la gravité est la chose qui nous attache à notre planète, qui nous empêche de flotter dans l'espace. C'est la colle cosmique qui attache toute la matière à l'univers. Il faut imaginer 2 dés parfaitement immobiles au milieu de l'espace et séparés d'1 centimètre. Ce qu'on observerait au bout d'une heure, c'est que ces 2 dés se seraient rapprochés jusqu'à se toucher. La gravité a modelé notre monde. Notre Soleil s'est formé à partir d'un grand nuage de gaz contracté par la gravité. De la même façon, la Terre s'est formée à partir de l'attraction gravitationnelle de petites particules qui ont petit à petit formé un objet de plus en plus gros. La puissance d'attraction de la gravité dépend de la masse et de la distance. La gravité est une force d'attraction entre plusieurs objets. Elle dépend de la masse de chaque objet. Elle est proportionnelle au produit des 2 masses. Autrement dit, plus l'objet est gros, plus il exerce une attraction sur les autres objets. Mais ce n'est pas tout. L'attraction est aussi proportionnelle à la distance au carré qui les sépare. Ça signifie que si on double la distance qui sépare 2 objets, alors l'attraction n'aura plus qu'un quart de sa force originale. La puissance d'attraction de la gravité régit le mouvement de toute la matière de l'univers, peu importe sa taille. On a par exemple des galaxies entières en orbite les unes autour des autres. Des amas de galaxies qui sont en orbite autour de leur centre commun de masse. Mais ce sont les possibilités pratiques que représenterait la maîtrise de cette force qui fascinent les scientifiques depuis des siècles. C'est sur Galilée, un explorateur de vérité du XVIIe siècle, qu'est tombée la découverte de l'existence de la gravité. Galilée a découvert que des objets de poids différents tombent à la même vitesse. Ici, on a une boule d'acier très lourde et une balle de ping-pong très légère qui font la même taille. Si je les lâche en même temps, elles toucheront le sol exactement au même moment, parce qu'elles chuteront à la même vitesse. Pour illustrer la découverte la plus importante de Galilée sur la gravité, c'est-à-dire que tous les objets tombent à la même vitesse, peu importe leur taille, nous allons faire un tour à bord d'une des attractions les plus rapides d'un parc d'attractions en Californie. Ces montagnes russes sont l'endroit idéal pour observer une chute libre. On va voir ce qu'il se passe quand un wagon plein de gens et une balle de tennis chute de 125 mètres de haut. Allez, c'est parti. Les visiteurs sont propulsés en haut d'une tour de 41 étages à 150 km/h. S'ils gardent leurs yeux ouverts, la gravité les aidera à apercevoir un super-héros. C'est parti! Je vais lâcher la balle! Elle flotte! Elle flotte! C'est incroyable! Le vent l'a emporté! Alors qu'on s'attend à ce que tous les objets chutent ensemble, peu importe leur masse, quand il y a du vent, les résultats ne sont pas toujours parfaits. Allez, c'est parti!
Tout en haut de l'attraction, à la fin de la montée, la gravité reprend ses droits et la chute libre peut commencer. Oh non! Je vais lâcher la balle et elle va flotter. Elle flotte! Elle flotte! Et pendant quelques secondes très excitantes, les visiteurs ressentent la pesanteur, comme s'ils pouvaient un instant échapper à la gravité. On peut dire qu'elle a bien flotté. C'est parti! Je vais essayer de lâcher la balle! Mais l'apesanteur n'est qu'une illusion. En fait, c'est la gravité qui fait fonctionner l'attraction. C'est la force qui attire violemment vers le sol les gens et la balle de tennis, peu importe leur masse, et à la même vitesse. C'est vraiment une attraction géniale. C'est incroyable de se sentir tomber comme ça. Mais ce qui est vraiment génial, c'est de lâcher la balle et de la voir flotter au-dessus de ma tête. Je veux dire, elle tombe. Je sais qu'elle est en train de tomber, mais je tombe exactement à la même vitesse. Peu importe sa masse, elle tombe sous la force de la gravité à exactement la même vitesse que moi. Grâce à des expériences comme celle-ci, on sait aujourd'hui que tous les objets tombent à la même vitesse. Mais que faudrait-il pour lancer un boulet de canon en orbite? Quand le célèbre physicien anglais Isaac Newton a vu la pomme tomber, ou l'a senti tomber sur sa tête, comme le prétendent certains, ça a changé le monde. Une pomme tombe d'un arbre et il lève les yeux au ciel, voit la Lune en orbite autour de la Terre et se dit qu'il n'y a pas que la pomme qui est en train de tomber, mais que la Lune fait la même chose. Mais comment la Lune peut-elle vraiment tomber? En pensant à un canon et à la trajectoire de son boulet, Newton a utilisé les mathématiques pour résoudre ce mystère cosmique. Il a développé sa réflexion dans une publication intitulée Principia Mathematica en 1687. Isaac Newton a réalisé un dessin célèbre dans lequel on a une planète et une petite montagne avec un projectile qui part de la montagne et qui dégringole sur une petite distance. S'il avait plus de vitesse, alors il serait tombé un peu plus loin. En augmentant la force autant qu'on veut, il pourrait faire 75 ou 150 km de plus avant de retomber. En rajoutant de la poudre à canon et avec un angle de tir parfait, un boulet de canon peut aller plus vite et plus loin. En revanche, la gravité finira toujours par la tirer au sol. La Terre est ronde et non pas plate. Donc Newton s'est rendu compte que si on tirait ce boulet de canon assez vite, on pourrait en fait l'envoyer en orbite. Pour que ça se produise, Newton a déterminé que le boulet devrait être lancé à 28 000 km/h. Il commence à suivre la courbe terrestre et on se rend compte qu'avec suffisamment de vitesse, il pourrait en fait faire le tour complet de la Terre et vous frapper à l'arrière de la tête sans jamais toucher le sol. Et si vous l'évitiez, alors il continuerait à tourner et on obtiendrait une orbite. Mais pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas sur Terre? Quand elle tombe, la Lune effectue un petit mouvement de côté. Elle s'écarte dans cette direction. Et la somme de tous ces petits mouvements la place en orbite autour de la Terre. Newton a aussi compris que la Terre est en fait en chute libre autour du Soleil. Sous l'effet de la gravité, notre planète est en fait en permanence sur des montagnes russes cosmiques autour du Soleil. Newton a réussi à décoder la gravité, et les physiciens utilisent encore ces idées pour résoudre des tas de problèmes. Certains plus étranges que d'autres. Par exemple, que se passerait-il si une personne voulait creuser un tunnel d'un bout à l'autre de la planète? Pour réaliser cette idée folle, il faudrait forer un passage tout droit au centre de la Terre et utiliser la gravité pour propulser un voyageur dans ce tunnel sous la Terre. Imaginons que ce tunnel existe et que l'on saute dedans. D'abord, la Terre vous attire vers le bas. Donc vous filez à toute vitesse vers le centre de la Terre en accélérant, mais en passant de l'autre côté, la gravité essaiera de vous attirer vers le centre et vous perdrez de la vitesse. Donc la gravité crée un effet de rupture. On ne risque pas de ressortir de l'autre côté de la Terre à une telle vitesse, parce qu'en fait, on atteindrait la surface de l'autre côté en étant parfaitement immobile. Le voyage durerait 42 minutes. Peu importe les villes qu'on essaierait de relier avec un tunnel en ligne droite, le voyage durerait toujours 42 minutes. Ça nous prendrait 42 minutes pour aller de Los Angeles à Paris. Pour aller de Los Angeles à Tokyo, ce serait 42 minutes. Peu importe quel chemin on emprunterait à travers le centre de la Terre, ça prendrait toujours 42 minutes. Pour comprendre comment ça marche, il faut s'en remettre au calcul de Newton. Si on relie Los Angeles à New York en creusant un tunnel, celui-ci ne pourra pas être une ligne droite. Il faudra suivre un certain angle. Et cet angle ralentirait la vitesse de descente. Mais la distance serait aussi inférieure. Et quand on applique les équations, les deux effets s'annulent. Et on obtient toujours 42 minutes.
Ça prendrait toujours 42 minutes. Peu importe le chemin. Newton a compris l'effet de la gravité. Mais il a fallu attendre le brillant Albert Einstein pour comprendre pourquoi la gravité agit de cette manière. Einstein s'est rendu compte que la gravité est en fait causée par des objets énormes comme des étoiles ou des planètes qui tordent l'espace. Comme une énorme plaque de caoutchouc, l'espace est courbé quand il abrite des objets énormes. D'ailleurs, Einstein a avancé que le chemin que suivent les planètes autour de leurs étoiles et de leurs orbites est le résultat direct de la courbure de l'espace. Il a affirmé qu'une orbite est en fait un chemin en ligne droite pour un objet en chute libre qui suit une ligne droite dans l'espace-temps. En revanche, la courbure de l'espace-temps est telle que ce chemin est incurvé en orbite rapprochée et que l'espace se replie sur lui-même. Cette découverte révolutionnaire est venue d'Einstein dans les années 1910, quand il a compris que les orbites des étoiles et des planètes de l'univers observables se comportent exactement comme les calculs de Newton l'avaient prédit, à l'exception de Mercure, qui suit une orbite en zigzag. Einstein a décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Et l'orbite de Mercure fonctionne parfaitement quand on prend ça en compte. Mercure ne se déplace pas dans un espace plat, mais dans un espace incurvé autour du Soleil. La courbure de l'espace joue un rôle dans notre système solaire. La Terre suit ce qu'elle pense être une ligne droite. La distance la plus courte entre deux points dans l'espace courbé. Einstein n'a pas uniquement déterminé que la masse tord l'espace, elle tord aussi le temps. C'est pour ça qu'Einstein a déclaré que les physiciens ne devraient pas parler séparément de l'espace et du temps, mais plutôt de l'espace-temps comme un objet unique. L'interaction de l'espace et du temps, même si elle nous met mal à l'aise la première fois qu'on en entend parler, est en fait évidente quand on y pense. Si je veux donner un rendez-vous à quelqu'un, je vais dire par exemple rendez-vous à 15 h. Mais ce n'est pas assez d'informations. Une question doit forcément suivre. On veut savoir où se retrouver. Si je dis rendez-vous dans la salle 203, alors on veut savoir quand. À chaque fois qu'on interagit avec la vie de quelqu'un d'autre, c'est dans le temps et l'espace. Quand Einstein a compris que l'espace était courbé et que le temps et l'espace étaient liés, il a obtenu la définition de la gravité. En révélant les secrets de la gravité, il a permis à l'humanité d'échapper à sa prison terrestre et de se tourner vers l'exploration de l'univers. Mais comment les futurs astronautes qui partiront pour Mars pourront-ils survivre aux effets handicapants de l'apesanteur ? La gravité est notre amie et notre ennemi. C'est la force effrayante qui aide les skieurs et les snowboarders à dévaler les pistes et les fait décoller dans les airs. Avec suffisamment de vitesse, un snowboarder peut avoir l'impression pendant un instant de flotter dans les airs, sans ressentir l'attraction de la gravité. On est en fait en apesanteur quand on décolle du tremplin. Cette période d'apesanteur est déterminée par la durée de la trajectoire. C'est en fonction de la vitesse. Donc, un snowboarder qui décolle vraiment bien peut ressentir jusqu'à 1, 2 ou 3 secondes d'apesanteur. Mais au final, la gravité remporte toujours la bataille, et le snowboarder, tout comme le boulet de canon, finit par retomber au sol. C'est une chute libre pour le snowboarder quand il passe le tremplin et crée cette trajectoire. C'est autant une chute libre que pour le boulet de canon qui fend l'air, et cette trajectoire est déterminée par la vitesse et la force de gravité. Bien sûr, l'atterrissage est une toute autre histoire. Mais que se passerait-il si un snowboarder voulait aller encore plus haut? Pourrait-il battre la gravité et quitter la planète? Vous voulez quitter la Terre pour toujours? Notre planète possède ce qu'on appelle une vitesse de libération, une vitesse magique qu'il faut atteindre si on veut s'échapper de la Terre pour ne jamais y revenir. La vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse minimale que doit atteindre un objet pour échapper à la Terre, est d'environ 11 km par seconde, soit 40 000 km/h. En théorie, même un snowboarder, s'il est suffisamment rapide et qu'il se dirige dans la bonne direction, pourrait décoller comme une fusée. Échapper à la gravité terrestre n'est peut-être pas très réaliste pour un snowboarder. Mais on a réussi à lancer des personnes et des projectiles en orbite. On peut se libérer de la Terre si on possède suffisamment d'énergie. On a rassemblé suffisamment de connaissances en technologie et en ingénierie pour le faire avec nos voyages sur la Lune. On espère pouvoir continuer avec Mars et bien d'autres destinations. Pour atteindre Mars et d'autres destinations plus lointaines, l'humanité va devoir maîtriser la puissance de la gravité, comme toujours quand on cherche à faire monter son adrénaline. La gravité fournit deux types d'énergie. L'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle est une énergie qu'on peut stocker, tandis que l'énergie cinétique est le résultat de toute cette énergie potentielle.
C'est ce phénomène fantastique qu'on connaît sur les montagnes russes. Quand on est en haut d'une colline, notre énergie potentielle augmente. On a littéralement plus d'énergie en haut des montagnes russes qu'en bas. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait et de bizarre. On a en fait plus d'énergie quand on est en hauteur. Et cette énergie se transforme en vitesse ou en énergie cinétique quand on dévale la pente de la montagne russe. Là, je m'apprête à convertir mon énergie potentielle en énergie cinétique. Quand un surfeur atteint le point idéal d'une vague, il utilise les deux formes d'énergie. La NASA utilise également ce principe d'échange énergétique pour gagner de la vitesse lors de ses missions. Quand une navette spatiale approche de l'orbite d'une planète, elle doit rassembler de l'énergie cinétique aux dépens de l'énergie potentielle. Et quand elle tourne autour de la planète, sur ces montagnes russes cosmiques, la navette subit un effet de lance-pierre qui la pousse vers l'avant avec davantage d'énergie cinétique. Quand Voyager a visité l'orbite de Jupiter en 1979 et 1980, elle est passée à proximité de Jupiter et la planète l'a propulsée avec un effet de lance-pierre qui a modifié sa direction et l'a lancée vers Saturne. Mais elle l'a aussi fait accélérer pour que Voyager puisse atteindre la position de Saturne bien plus rapidement. En apprenant à maîtriser la puissance de la gravité, l'humanité pourra voyager de plus en plus loin dans l'univers. Mais maîtriser la physique et la technologie nécessaires au voyage extraterrestre n'est qu'une partie de la préparation. Il faut aussi préparer les voyageurs aux difficultés de l'espace. Par exemple, pour s'éloigner de la gravité terrestre dans une navette spatiale à destination de Mars, les futurs astronautes vont devoir apprendre à vivre, travailler et s'amuser dans un environnement dépourvu de gravité. Un environnement dans lequel l'apesanteur les fera flotter aussi librement que tous les autres objets. Une bonne manière de comprendre ce que les astronautes vivent dans l'espace est de réaliser un vol à bord d'un simulateur de gravité zéro. J'ai vraiment hâte de le faire. Ça va être une expérience incroyable. En faisant un tour à bord de la meilleure des attractions possibles, un Boeing 727 modifié pour simuler l'apesanteur, l'astrophysicien Alex Filipenko va vivre l'expérience de sa vie. Ce sera comme d'être une balle jetée dans les airs. L'apesanteur est provoquée par la chute libre. Je flotterai dans l'air comme s'il n'y avait pas de sol pour me maintenir. Le vol en apesanteur se produit entre 7300 mètres et 9700 mètres d'altitude. C'est la même hauteur qu'un vol commercial classique. Mais la comparaison s'arrête là. Le chemin qu'il emprunte est une série de montées et de descentes dans la stratosphère. Tout comme dans nos montagnes russes, l'avion à gravité zéro rassemble suffisamment d'énergie en s'élevant à 45 degrés. Les passagers ont alors l'impression de peser plus lourd. La gravité se mesure en force G. Un G est la quantité de gravité qu'on ressent à la surface de la Terre. Je vais m'allonger un peu. Comme ça, je suis prêt. Quand l'avion commence à monter et à accélérer, le nombre de G augmente et les gens se sentent plus lourds. L'avion accélère jusqu'à atteindre 1,8 G. C'est son maximum. Quand le vol approche de cette mesure, il suit alors la trajectoire d'un arc et tombe en chute libre, tout comme ses passagers. On arrive en apesanteur. C'est une sensation incroyable. Incroyable. Je suis en apesanteur. C'est merveilleux. C'est ce que doivent ressentir les astronautes. La trajectoire de l'avion provoque l'apesanteur de nombreuses fois en suivant ses arcs paraboliques. Même s'ils se trouvent dans la cabine d'un avion, les passagers en apesanteur sont en chute libre vers le sol, tout comme des parachutistes. Mais qu'est-ce qui crée cette sensation d'apesanteur? On en revient à ce qu'a démontré Galilée, que tous les objets tombent à la même vitesse. Donc, quand l'avion et ses passagers chutent vers la Terre, les passagers conservent la même position par rapport à l'appareil, et c'est pour ça qu'ils ressentent l'apesanteur. La sensation a duré 25 secondes. Parce qu'on a fait une chute libre de 25 secondes. J'avais l'impression d'être Superman. J'arrive pas à y croire. Quand les moteurs de l'avion redémarrent et interrompent la chute libre, les passagers sentent leur poids revenir. Tout comme Einstein le dirait, l'apesanteur n'est qu'une illusion. C'est trop génial! Hallucinant! L'avion à gravité zéro tire avantage des travaux d'Einstein de 1916 dans sa théorie de la relativité générale, selon laquelle l'accélération est la même chose que la gravité. Quand on est projeté dans les airs dans une fusée ou un avion à gravité zéro, la force G qu'on ressent est la même que si on était attiré à toute vitesse vers le bas par un objet massif comme une planète. Donc la gravité et l'accélération produisent la même sensation. C'est grâce à ça que les passagers d'un vol à gravité zéro peuvent ressentir la même chose que les astronautes en apesanteur.
ma balle, je flotte en chute libre le long de ma trajectoire naturelle dans l'espace courbé. C'est ce que dit la théorie d'Einstein. Peu importe la masse, la chute suit sa trajectoire naturelle. C'est incroyable. Pendant les 15 paraboles de 20 minutes, on a largement le temps de connaître l'excitation et l'angoisse et d'expérimenter les lois de la gravité. Je verse un peu d'eau. Regardez-moi cette eau. Non mais regardez ça. Je vais la voir. Allez, c'est parti. Les vols paraboliques, en plus de divertir les aventuriers du dimanche, sont aussi surnommés les comètes à vomi et servent un but plus pratique. Ils préparent les astronautes de la NASA à travailler et à vivre dans un environnement en apesanteur. Avec ces vols paraboliques riches en émotions fortes, les humains ont appris à simuler l'absence de gravité. Mais est-il possible de créer une gravité artificielle dans un laboratoire? Ces expériences pourraient nous conduire à l'exploration de Mars. C'est notre futur. À l'aube du XXIe siècle, on a déjà réussi à se défaire des liens de la gravité et à échapper à l'attraction terrestre. La prochaine étape, c'est de concevoir et de construire une technologie qui permettra aux humains de voyager, travailler et vivre sur d'autres planètes. On a acquis suffisamment de connaissances en ingénierie pour réaliser des voyages sur la Lune. Grâce au stade technologique que l'humanité a atteint, nous sommes sur le point de connaître une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Le voyage sur Mars débute ici, dans notre laboratoire du MIT. La gravité artificielle est peut-être une des manières de contrer les effets négatifs de l'apesanteur. Depuis le début de l'ère spatiale, les scientifiques se sont penchés sur le problème des risques mortels et des effets dévastateurs de l'apesanteur. Les problèmes concernent surtout la survie humaine. Du temps d'Apollo, on ne savait même pas comment les gens réagiraient en restant dans l'espace plus de quelques heures. On s'inquiétait aussi de savoir si les humains seraient capables de contrôler un véhicule après avoir été exposés à l'apesanteur pendant une longue durée. Une mission sur Mars nécessiterait que des astronautes restent loin de la gravité terrestre pendant au moins 2, voire 3 ans. L'organisme humain n'est pas fait pour supporter l'absence de gravité. L'architecture de notre corps est conçue pour supporter notre poids sous l'effet de la gravité. La gravité détermine les réactions de notre système cardiovasculaire. Donc, quand on sort du lit, quand on passe de la position couchée à la position debout, il y a un système qui régule notre tension artérielle et qui réagit contre l'effort de la gravité. L'expérience a montré qu'une exposition longue à l'apesanteur provoque une perte osseuse, une détérioration musculaire et l'apparition de caillots de sang mortels. Des ingénieurs aéronautiques de la NASA et du MIT sont en train de tester un système de centrifugeuse personnelle qui pourrait limiter les dangers les plus sérieux. Ça protégerait leur cœur, leurs os et leurs muscles. Et même avec ces premières expériences, on a de bonnes raisons de croire que la gravité artificielle, atteinte par des centrifugeuses à faible rayon, pourrait être l'antidote universel qu'on cherche pour protéger les passagers d'un long vol pour Mars. Tout comme dans les montagnes russes, le fait de faire tourner un objet artificiellement crée une force de gravité. Pour éviter le mal des transports à bord du simulateur du MIT, les astronautes ont pour instruction de ne pas bouger la tête. En faisant tourner une personne à une vitesse de 30 révolutions par minute, la centrifugeuse atteint 1 G, une force identique à celle exercée par la gravité sur une personne debout sur Terre. Les scientifiques espèrent qu'un jour, le voyage sur Mars deviendra une réalité. Ils pensent qu'il y aura une centrifugeuse personnelle à bord. Pour avoir leur dose journalière de gravité terrestre, les astronautes du XXIe siècle n'auront qu'à passer 1 heure dans la machine. On y passe un peu de temps tous les jours, et ça tourne assez vite. C'est un peu comme faire sa dose de sport tous les jours. Vous allez faire de l'exercice, faire un peu de musculation, c'est pareil que de recevoir sa dose de gravité. Même si le voyage sur Mars devra encore attendre quelques décennies, l'astrophysicien et skieur expérimenté Larry Young rêve de la gravité libératrice de Mars. À la surface de la planète rouge, elle est équivalente à 3/8 de la gravité terrestre. Tout le monde aime décoller. Mais imaginez que vous vous trouvez sur Mars. Une personne qui pèse 50 kg sur la Terre aura l'impression de peser 19 kg sur Mars. Même si un skieur martien dévalait la pente de l'Olympus Mons à 1/3 de la vitesse qu'il aurait sur Terre, la gravité diminuée voudrait aussi dire qu'il décollerait 3 fois plus en prenant un tremplin. Dans le cas de la gravité, c'est la masse qui compte. Plus on a de masse, plus l'attraction de la gravité est importante. Si on était sur une planète 2 fois plus massive que la Terre, alors nous pèserions 2 fois plus. Le poids lourd de notre galaxie est Jupiter. Sur cette planète, une personne de 50 kg pèserait près de 127 kg. Même si Jupiter possédait une surface solide sur laquelle skier, notre skieur aurait bien du mal à décoller. Ce qu'on sait déjà sur la gravité, sur son fonctionnement et sur son utilisation à des fins pratiques, pourrait en théorie sauver la planète de son destin cataclysmique. Voilà comment elle pourrait nous venir en aide. Petit à petit, dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil va se consumer pour devenir une géante rouge et brûlera jusqu'à son extinction.
Quand cela se produira, notre système solaire sera englouti et la gravité et l'atmosphère de la Terre subiront des transformations radicales. C'est à ce stade que notre planète bleue disparaîtra. Mais l'astrophysicien Greg Laughlin a prévu d'utiliser la gravité pour sauver la Terre. L'environnement qu'on observe ici serait très similaire à ce qu'on trouve sur Vénus. Une atmosphère bourrée de dioxyde de carbone et des températures suffisamment élevées pour faire fondre du métal. Mais si le pire arrivait, la science gravitationnelle pourrait bien sauver notre mère, la Terre. Une chose qu'on pourrait faire sur le très long terme serait de déplacer l'orbite de la Terre un peu plus loin du Soleil, là où la température n'est pas aussi élevée. Et une des manières de faire ça, si on avait le temps, enfin si on avait des milliards d'années devant nous, serait d'utiliser une comète ou un astéroïde. Cet incroyable déménagement nécessiterait qu'une équipe d'astronautes et d'ingénieurs embarque à bord d'une navette spatiale pour amener une comète ou un astéroïde à proximité de la Terre. Pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait qu'une comète soit très proche de la Terre et dans le rayon de son orbite, dans la mesure du possible. Par la suite, en suivant les montagnes russes cosmiques, l'énergie cinétique et potentielle augmenterait et la gravité se chargerait du reste. Si ça se produit, la comète ferait avancer la Terre, et la Terre ferait reculer la comète. Ça aurait pour conséquence de donner une impulsion à la Terre, ce qui modifierait légèrement son orbite et l'éloignerait légèrement du Soleil. Et si on faisait ça tous les 10 000 ans à peu près, alors, sur une période d'1 milliard d'années, on pourrait déplacer suffisamment la Terre pour ne pas subir les effets du réchauffement solaire. Toutefois, si les experts faisaient une erreur de calcul et qu'ils perdaient leur pari, il n'y aurait plus grand-chose à parier. Si on se plante et qu'on a une collision entre la comète et la Terre, ça voudrait dire qu'un objet d'une centaine de kilomètres de long s'écraserait sur la Terre. Ce serait désastreux. C'est le genre de choses qui provoque l'extinction en masse de nombreuses espèces. Bien sûr, tout cela n'est qu'un scénario hypothétique très extrême. Mais ce dont on est sûr, c'est que notre existence actuelle sur la Terre est liée à la présence de la gravité. C'est elle qui fournit les conditions idéales pour que la vie s'installe et pour qu'on puisse être heureux. Un G est à l'origine du rêve de tout surfeur, la vague parfaite. Mais les eaux agitées dont on profite sur Terre ne sont pas le seul type de vagues générées par la gravité. Il existe aussi des vagues cosmiques si grandes qu'elles traversent l'univers tout entier. Des torrents de marées gravitationnelles de particules font des roulis à travers le cosmos. Selon Einstein, ces ondes gravitationnelles parcourent tout l'univers. Mais que sont-elles vraiment? N'importe quel changement dans la gravité lance une ondulation à travers le tissu de l'espace qui se déplace à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on appelle une onde de gravité. Et qu'est-ce qui les provoque? Si on a deux objets, deux étoiles compactes qui courbent l'espace autour d'elles et qui sont en orbite l'une de l'autre, alors on obtient une onde créée par ces deux régions courbées. Une ondulation dans la structure de l'espace qui file vers l'extérieur en transportant de l'énergie. C'est ce qu'on appelle une onde gravitationnelle. Il faut se dire que c'est comme une vague dans l'espace-temps, très similaire à celle de l'océan, sauf qu'elle traverse l'univers. Les ondes de gravité, c'est la même chose. N'importe quelle masse en mouvement, qu'elle soit petite ou grande, génère une onde gravitationnelle. Et tout comme les marées qu'on a sur Terre, les ondes gravitationnelles font des roulis dans tout l'univers. En théorie, un surfeur lancé dans l'espace pourrait profiter d'une vague d'un autre monde. Si on rencontrait une onde gravitationnelle créée dans l'espace ou ailleurs, alors on deviendrait gros et on deviendrait maigre. L'espace serait déformé. Dans une direction, il vous rendrait plus gros et dans l'autre, il vous comprimerait. Et ça recommencerait encore et encore. Distributeur Skoda. Mais pour que les scientifiques terriens puissent détecter les ondes gravitationnelles, il faut que cette perturbation soit propagée par un objet cosmique massif. Des trous noirs ou des étoiles à neutrons, par exemple. Une autre chose qui pourrait provoquer une onde gravitationnelle serait une supernova, c'est-à-dire l'explosion d'une étoile qui repousserait l'onde de gravité vers l'avant. L'outil qui nous permet de recueillir le signal similaire à de la lumière qui est émis par une onde est le LIGO, l'interféromètre laser de détection d'ondes gravitationnelles. Il existe deux laboratoires LIGO identiques. Le premier se trouve à Hanford, dans l'État de Washington, et l'autre est à plus de 3000 km, à proximité de Baton Rouge, en Louisiane. Si une onde passait à proximité, les résultats des deux observatoires seraient essentiels pour confirmer sa présence. Il fonctionne de cette manière. Plusieurs miroirs à la surface très polie sont au point d'appui de l'interféromètre, qui est un outil qui compare deux mesures d'ondes lumineuses et qui identifie les différences entre elles. Une lumière laser précise est ensuite envoyée et divisée par les deux miroirs calibrés.
Dans des circonstances normales, quand la lumière est réfléchie et traverse les tubes en forme de L et long de 4 km, les deux rayons laser sont synchrones. Cela veut dire que les rayons s'annulent entre eux et qu'aucune lumière ne parvient à s'échapper du tunnel. Mais quand une onde gravitationnelle nous traverse, l'espace est un peu étiré ou compressé. Le résultat, c'est que les rayons laser sont déphasés et qu'une petite quantité de lumière est émise. Le moindre signal, même s'il est inférieur au diamètre d'un cheveu humain ou qu'il fait 1/1000 de la taille d'un proton, est alors enregistré. Quand on le convertit en signal lumineux ou sonore, on peut le voir et même l'entendre. Les scientifiques espèrent un jour pouvoir capter le plus grand événement que l'univers a jamais connu, le Big Bang. Les ondes gravitationnelles représentent notre meilleure chance de pouvoir étudier en détail le début de notre univers. Environ 300 000 années après le Big Bang, l'univers était si dense qu'il était opaque à la lumière, c'est-à-dire que la lumière ne pouvait pas le traverser. Et si la lumière ne peut pas le traverser, alors qu'est-ce qui le pourrait? Une onde gravitationnelle. Le problème, c'est qu'on doit encore réussir à détecter un minuscule signal émis par une onde de gravité. C'est vraiment difficile. En fait, quand Einstein les a prédits, il pensait que ce serait une bonne idée, mais que personne n'y arriverait jamais. Notre seule chance repose sur les avancées technologiques. Les scientifiques du LIGO, tout comme des surfeurs de l'espace, attendent impatiemment le jour où ils pourront surfer sur leur onde parfaite de gravité. On a observé ce qu'on croit être les effets des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire la perte d'énergie d'un système causée par les ondes de gravité. Mais on n'a jamais réussi à en détecter une. C'est une de nos dernières frontières. Si les scientifiques du LIGO parviennent à leur fin et attrapent une onde, la science pourrait être bouleversée. Je pense que l'objectif sur le long terme serait de comprendre la gravité et surtout de mieux comprendre l'univers. La force de la gravité règne sur notre univers. Elle a créé le cosmos, les étoiles, les planètes et leurs habitants. Et pourrait bien les détruire. Elle contrôle nos vies, nos actions et ce dont nous sommes capables. C'est un véritable balai cosmique. Le futur de notre espèce dépend de la grâce et de la grandeur du souverain de notre cosmos, la gravité.